Bonjour à tous, merci pour l'invitation et bravo pour la haute tenue. Il y a appris plein de choses. C'est vrai que le cancer de l'oropharynx, il passe souvent un peu sous les radars de l'HPV au même titre que la papillomatose laryngée. Vous allez être un peu déçus quand même, hein. Alors, c'est des cancers pas très fréquents non plus. On a à peu près 3000 cas de cancer de l'oropharynx et à l'HPV par an. On était à 2000 du canal anal. On n'est pas à 50 000 du sein du côlon. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas, c'est pas très fréquent. Donc, ces cancers HPV induits de l'oropharynx, ça touche principalement ce qu'on appelle les amygdales palatines. C'est ce que on a l'habitude d'appeler les amygdales, c'est au fond de la gorge, de chaque côté. Mais vous avez aussi les amygdales linguales qui sont pas visibles par un examen standard, par un médecin, par la bouche. Donc déjà, vous voyez, on a un problème d'accessibilité à cette zone-là, et ça touche vraiment presque exclusivement ces deux régions. Dans l'oropharynx, vous avez également le voile du palais, la paroi pharyngée postérieure, mais là, on n'a pas de cancer HPV induit, très très peu. Autre particularité, c'est presque exclusivement l'HPV 16. Eh bien, c'est pas très fréquent, 3000, mais malheureusement, ça augmente, ça augmente, ça augmente. En Suède, donc en pays européens, les pays européens ont évolué à peu près tous de la même façon. L'incidence a quasiment doublé tous les 10 ans, entre les années 70 et les années 2000. Et puis aux États-Unis, grâce, vous voyez, au dépistage du cancer du col de l'utérus, quand on dit cancer, c'est pas le stade précancéreux. Le cancer du col de l'utérus, grâce à son dépistage, diminue, diminue, diminue. Hein, mais par contre, le cancer de l'oropharynx, des pistes assez mal, vous allez voir, eh bien, il augmente, oui, et les courbes se croisent. Maintenant, on a plus de cancer de l'oropharynx aux États-Unis que de cancer, véritable cancer avéré du col de l'utérus. Donc, c'est un problème de santé publique. Alors, vous avez déjà bien rappelé ce problème de la. Heureusement qu'il y a de la clairance virale, hein, parce qu'on se recontamine par des rapports orogénitaux principalement. C'est un virus qu'on retrouve assez fréquemment dans la gorge. Il y a un portage oral de plus de 3% chez les adultes. Mais malheureusement, de temps en temps, vous avez une infection persistante et puis, si on n'a pas de chance, ben voilà, ça va évoluer vers le cancer et il y aura la production de ces oncoprotéines si ça fait. Donc, on peut essayer de dépister au niveau de l'infection persistante, peut-être par les protéines, vous allez voir E6, de l'HPV 16. Et puis, si on ne peut pas, ce sera au niveau du cancer, du stade précancéreux. Y a-t-il un stade précancéreux? Donc, est-ce qu'on aurait une population cible comme on a là chez les homosexuels ayant des rapports sexuels ou les femmes qui ont une dépression ou un cancer? Ben non, en fait, malheureusement, ça concerne globalement assez largement l'ensemble de la population. Il y a une petite augmentation du risque chez les hommes plus que chez les femmes. Enfin, il y a quand même beaucoup de femmes. Hein, le tabagisme augmente un petit peu l'infection, le portage oral de l'HPV 16. Le sexe oral augmente le risque de ce cancer, mais aujourd'hui, je dirais que ça fait partie des pratiques sexuelles qui ne sont pas extraordinaires. Donc, on va dire que toute la population est concernée. Et le nombre de partenaires sexuels, aujourd'hui, voilà, on ne reste pas avec un seul partenaire toute sa vie, on divorce, on se remet en couple. Voilà, donc au final, ça concerne monsieur et madame tout le monde, ce cancer-là. Y a-t-il une sur est-ce que les femmes qui ont un cancer du col de l'utérus ou un stade précancéreux doivent redouter particulièrement d'avoir un cancer de l'oropharynx? C'est quand même des choses, une question fréquente. Augmentation du risque assez faible pour la femme, vous voyez, ça, le risque relatif 1,5. Il ne faut pas l'inquiéter plus que ça. Elle est à peine plus concernée que le reste de la population. Est-ce que son partenaire masculin, lui, est à risque? Alors, un peu plus, parce qu'on a vu que les hommes sont plus à risque que les femmes. Le risque relatif, 2-3. Donc, 2 à 3 fois plus que le reste de la population. Comme le reste de la population, c'est déjà pas énorme, eh ben, on ne va pas non plus les inquiéter. Mais voilà, il faut quand même, disons que ça fait partie probablement de la consultation. Maintenant, on distribue des plaquettes sur l'HPV, les gens s'informent, ils regardent sur Internet. Voilà. Donc, première chose, peut-on faire un test pharyngé pour dépister ces cancers de l'oropharynx? C'est très bien. Alors, contrairement au cancer du col de l'utérus, qui se présente à vous, on va dire, assez bien par le col, eh ben, nous, on a un petit problème, c'est que les amygdales palatines, à la rigueur, elles sont accessibles, les amygdales linguales, pas du tout. Et puis, il y a des cryptes. Hein, vous savez, les gens, ils parlent de les cryptes, ils ont du caséum dans leurs amygdales, vous voyez, c'est plein de petits trous. Hein, okay, et tout au fond, c'est les cryptes. Et malheureusement, c'est là que, a priori, débute le cancer au niveau des cryptes. C'est là qu'il y a la pénétration du virus et le début.
Donc, ça se développe au niveau du fond des cryptes. Les amygdales linguales ne sont pas accessibles à un frottis, pas du tout. Il y a l'examen clinique, il faut quand même du matériel spécifique chez l'ORL. Et puis, alors là, c'est un truc de dingue, mais on n'a jamais retrouvé de lésion précancéreuse, même dans l'analyse d'amygdales faite, vous savez qu'il y a des hommes et des femmes chez qui on enlève des amygdales, des adultes, hein, pour des raisons de ronflement, d'infection chronique. On les fait systématiquement analyser, ces amygdales, hein, et on ne retrouve pas de lésions précancéreuses. C'est déjà très, très rare de trouver des cancers, et on ne retrouve pas de lésions précancéreuses. Alors, il faut essayer de trouver. C'est pour ça que la recherche essaie de passer par autre chose. Alors, il y a des biomarqueurs salivaires pour rechercher l'ADN d'HPV-16. Donc, on sait que chez des patients ayant un cancer ORL, HPV induit, on va retrouver de l'ADN. Vous voyez, des sensibilités, spécificité, sensibilité 80%, 100% de spécificité. Alors, chez des patients asymptomatiques, 650 individus sains n'ayant pas de cancer ORL, on a retrouvé 1,8% de ces patients qui avaient la présence d'ADN d'HPV-16 pour E6. Vous voyez bien l'intérêt d'aller chercher vraiment E6, qui est quand même un petit peu plus avancé vers le cancer, cette oncoprotéine. Lors du dépistage initial, il y avait 1,8%. Et ceux qui ont une présence persistante, ils ont regardé parce qu'il y avait 3 patients chez qui il y avait plusieurs prélèvements, c'est des cohortes, jusqu'à 30 mois avant. Et sur ces 3 patients, il y en avait un qui avait un cancer de stade débutant de l'oropharynx, donc il y a peut-être une place. En tout cas, c'est des pistes. Alors, l'ARN, on sait, ça a été dit par l'orateur précédent, l'ARN est peut-être un petit peu plus spécifique vers le cancer, mais les performances aujourd'hui des tests salivaires sont insuffisantes. Ensuite, on peut aller chercher la protéine, carrément, E6, mais alors là, les performances d'un test disponible ici sur le marché, qui était l'OncoE6, qui a été une étude faite en 2018, et les performances étaient vraiment très médiocres. Parce qu'il faut aussi avoir des tests et des technologies qui sont sensibles. Alors, il y a c'est caché là. Elle est déplacée. Je pense que je peux même pas voir mon truc, moi. Ça doit être un anticorps anti-HPV. Aussi, c'est fait. Donc ça va. En fait, il n'y a pas beaucoup de protéines il y a beaucoup moins de protéines dans la salive que dans le sérum. Alors il y a des performances intéressantes, mais a priori, on a quand même moins de matériel, donc c'est peut-être pas le meilleur moyen d'y aller. Sur les anticorps, on verra qu'on a plutôt sur le sérum. Alors, peut-on faire un test sanguin pour diffuser ces cancers? Ça, c'est vrai qu'on aime bien les tests sanguins, les patients, c'est pratique, c'est prescrit chez un médecin, il va au laboratoire. C'est quand même idéal, vous savez, pour le cancer de la prostate, ça a révolutionné le diagnostic. Maintenant, tout le monde a 50 ans, sa petite prise de sang, d'ailleurs, ça augmente un petit peu trop, vous voyez, on est un peu trop sensible quelquefois. Donc, les biomarqueurs plasmatiques, on a l'ADN. Alors, je ne vais pas faire un cours de tout ça, là, mais c'est de l'ADN circulant. Donc, il est bien détecté chez les patients ayant un cancer de l'oropharynx. Ça rassure, quand même, c'est un test qui est performant. Dans une méta-analyse, on avait une sensibilité à 65%, une spécificité à 99%. Vous voyez, on n'atteint pas des sensibilités très, très élevées, mais quand même un odds ratio à 371. Donc, le taux d'HPV-16 circulant était bien et corrélé au stade du cancer. Donc, plus le cancer a des gros ganglions, a une grosse tumeur dans l'oropharynx, plus on trouve d'ADN circulant. C'est assez simple. Il y a plus de cellules en lice qui relarguent de l'ADN. Et puis, quand même, c'est un petit peu c'est assez sensible parce que l'HPV-16 est détecté chez tous les patients quand même asymptomatiques, ayant un faible volume tumoral, asymptomatique T1, T2, par exemple, une petite tumeur dans l'oropharynx. La plupart des tumeurs de l'oropharynx T1, T2, HPV induit sont asymptomatiques. C'est des tumeurs qui ne sont pas très douloureuses. N1, c'est un petit ganglion de moins de 3 cm, ça peut pratiquement passer inaperçu, sauf chez les coups un peu fins, on va le voir, mais il y a des patients qui ont un cou un peu épais, on ne voit pas vraiment N1, on voit pas vraiment les ganglions. Donc, il y a eu une étude cas témoin et ils ont retrouvé qu'il y a la présence précoce d'ADN circulant chez les patients. Donc, ils ont fait 100 témoins sains n'ayant pas de cancer de l'oropharynx et chez aucun de ces patients, on a retrouvé d'ADN circulant. Et par contre, chez 3 des 7 patients ayant un cancer de l'oropharynx HPV-16, on a retrouvé de l'ADN circulant.
mais on les a retrouvés, vous voyez, très, très précocement. C'est pour des cohortes, hein, ils gardent des banques de sang, là. Et donc, 19, 34 et 43 mois avant le diagnostic du cancer, on retrouvait déjà de l'ADN circulaire. Donc, c'est quand même assez précoce. Les biomarqueurs plasmatiques ont un anticorps anti-HPV-16, c'est meilleur pour E6 que pour E2 et E7, avec des bonnes performances. Heureusement, c'est très peu détecté chez les sujets des seins. C'est toujours pareil, 743 patients atteints de cancer HPV induit et 5800 témoins sains, des collections de plasma prélevées avant le diagnostic du cancer. Le groupe contrôle, on retrouvait de l'HPV, de l'anticorps, pardon, que dans 0,4%. Et chez les patients qui allaient développer plus tard un cancer de l'oropharynx, ça a été détecté dans 26% des cas. Et cette séroconversion, elle peut être aussi assez précoce, comme la présence d'ADN, puisque elle peut arriver entre 6 et 28 ans avant le diagnostic clinique du cancer de l'oropharynx, et un taux de séropositivité qui augmente plus on se rapproche du diagnostic. Si on est à plus de 30 ans, on est à un taux d'anticorps à 0. Si on est à moins de 10 ans avant le diagnostic du cancer, on avait près de 40% des patients qui avaient des anticorps. Donc, au final, on a l'ADN qu'on peut retrouver dans les tests pharyngés, salivaires, frottis, pharynx, et puis dans le sang, l'ADN HPV-16-6 et les anticorps anti-HPV-16-6. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est négatif chez les individus sains, il y a une forte spécificité, et c'est positif précocement. On veut dire que c'est bien, c'est positif précocement, comme ça on va découvrir les cancers à un stade précoce. Mais malheureusement, il n'y a pas de diagnostic clinique, cytologique, histologique facile à un stade précoce. Donc, on ne peut pas proposer à un patient un test qui va lui faire peur parce qu'on ne sera absolument pas capable d'aller trouver ce cancer peut-être débutant invisible et qui deviendra significatif en termes de volume dans 6, 7, 10, 15 ans, 20 ans. Donc aujourd'hui, j'ai pas fait la conclusion, j'ai zappé, mais aujourd'hui, le seul message à donner, c'est qu'il n'y a pas de dépistage à un stade précancéreux, il n'y en a pas, il n'y a pas de dépistage possible. C'est les patients qui présentent une gêne pharyngée persistante, tout symptôme pharyngé persistant ou une masse cervicale persistante, quel que soit l'âge, le sexe et la vie sexuelle, doit aller consulter. C'est notre quotidien et ça augmente et c'est vraiment devenu de la routine pour nous, ces cancers HPV induits. Pour faire sortir ce cancer de l'anonymat, j'avais fait des témoignages de patients, un film avec le professeur Aïssa Mirgani de l'HEGP, et on avait demandé à certains patients de témoigner de leur parcours, de leur vécu, et ils ont tous dit et raconté leur errance diagnostique par la méconnaissance de ce cancer, une gêne pharyngée qui est même pas douloureuse. Il y a une patiente qui me disait, j'ai comme une feuille de salade au fond de la gorge. Et ils consultent, on leur dit, mais vous n'avez pas la gueule de l'emploi, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas d'alcool, c'est pas possible que vous ayez un cancer. Donc, si vous voulez partager ces expériences dans vos colloques respectifs, milieu professionnel ou autres, vous pouvez aller sur YouTube, il y a une version très courte de 3 minutes. Sinon, si vous voulez des versions en 15 ou 30 minutes, vous allez sur le site ORL-HPV, vous contactez la réalisatrice Valérie Anne Monio et vous pouvez bénéficier de ce film pour faire des témoins, faire parler de ce concept. Voilà, je vous remercie beaucoup.